J'ai incendié la maison familiale un soir de Noël, les flammes léchant les rideaux comme des langues affamées, pendant que ma sœur hurlait mon nom depuis la cave où je l'avais enfermée. Ce n'était pas de la folie, mais une symphonie de revanche, composée note par note sur des années de mensonges qui pourrissaient sous la surface impeccable de notre vie bourgeoise à Paris. Et quand les sirènes ont hurlé, j'ai souri en pensant à cette facture de 52 000 €. Elle n'était que le dernier clou dans le cercueil de leur hypocrisie, et ma réponse, un feu purificateur qui consumait tout. Les rues de Montmartre étaient enguirlandées de lumières factices ce soir-là, ces guirlandes qui clignotaient comme des mensonges bon marché, illuminant les façades haussmanniennes d'une joie feinte. J'avais marché des heures sous la pluie fine de décembre, mes bottes claquant sur les pavés humides, le cœur battant au rythme d'une rage qui mijotait depuis trop longtemps. Paris, cette putain de ville des amours éternels, m'avait vu naître et grandir dans l'ombre d'une famille qui feignait l'unité comme on porte un masque à une réception mondaine. Mais ce Noël-là, en 2023, tout avait basculé. Ou plutôt, j'avais décidé de le faire basculer. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt, par une lettre ordinaire, glissée dans la boîte aux lettres de mon appartement exigu du Marais. Une enveloppe beige, cachetée avec le sceau familial. Ce lion rampant que mon père avait adopté pour symboliser sa force tranquille, comme il aimait à le dire lors de ses dîners d'affaires. À l'intérieur, pas de carte de vœux, pas de mots tendres pour la fille prodigue qui avait fui la maison à 18 ans. Non, juste une facture, 52 000 € pour la réparation de la Porsche de ma sœur, Élise. Accident sur la 6, près de Lyon, précisait la note jointe, avec des photos floues d'une carcasse tordue contre un arbre. Et en bas, d'une écriture anguleuse que je reconnus comme celle de ma mère. Nous comptons sur toi pour contribuer. C'est le moment de montrer ta solidarité familiale. Solidarité. Le mot me fit rire, un rire amer qui résonna dans le silence de mon studio. Solidarité? Après qu'il m'avait rayé de la carte des invitations familiales depuis 2 ans? Après que j'avais passé Noël seul, à commander une pizza devant un film idiot, pendant que sirotaient du champagne dans leur villa de Neuilly-sur-Seine. Élise, ma petite sœur chérie, 25 ans, l'icône de la perfection, blonde, élancée, diplômée de Sciences Po, fiancée à un banquier qui puait l'ambition. Elle avait toujours été la favorite, celle qui rentrait à la maison avec des notes impeccables et des sourires éclatants, tandis que moi, Claire, l'aînée rebelle, j'accumulais les échecs comme des trophées ternis. Je relus la lettre, les doigts tremblants. Contribuer? Avec quel argent? Mon salaire de graphiste freelance à peine suffisait à payer le loyer et les factures d'électricité. Mais ce n'était pas l'argent qui me rongeait, c'était le geste. L'insulte calculée. Ils savaient que j'étais à sec, que j'avais refusé leur aide conditionnelle l'année précédente. Cette offre de m'acheter un appartement en échange de mon silence sur certaines affaires familiales. Non, ils me testaient. Ils me piquaient là où ça faisait mal, pour me rappeler que j'étais l'outsider, la brebis galeuse qui avait osé partir. Je froissai la lettre et la jetai dans l'évier, où elle atterrit près d'une pile de vaisselle sale. Ce soir-là, je bus du vin rouge bon marché, un Côte-du-Rhône-âpre qui me brûla la gorge comme un présage. Les souvenirs affluaient, inexorables. Notre enfance dans cette maison de Neuilly, avec ses parquets cirés et ses tableaux impressionnistes volés à des galeries parisiennes. Des toiles que mon père jurait hériter, mais que je savais acheter au marché noir. Il était galeriste, un homme au sourire carnassier, qui naviguait entre le Louvre et les bas-fonds de Pigalle. Ma mère, ancienne actrice ratée, jouait les hôtesses impeccables, masquant ses amours adultères derrière des robes Chanel. Et Élise. Ah, Élise. La petite princesse qui m'avait volé ma place dans le cœur de nos parents dès le berceau. À 12 ans, j'avais pris la faute pour elle quand elle avait brisé la porcelaine de Limoges de grand-mère, un vase valant une fortune. C'est clair, elle est maladroite, avait-elle pleurniché, et papa avait hoché la tête sans vérifier. À 16 ans, c'était l'argent disparu de la tirelire familiale. 500 € que j'avais emprunté pour un concert, selon elle. J'avais passé un mois privé de sortie, pendant qu'elle s'achetait des bijoux. Des peccadilles, me direz-vous. Mais les gouttes usent la pierre, et les miennes avaient creusé un cratère. Je m'assis à mon bureau, allumai mon ordinateur, et commençai à fouiller. Pas par hasard. J'avais gardé des contacts, des amis hackers du milieu underground parisien, ceux qui trafiquent des données comme on vend des croissants. 1 heure plus tard, j'avais les rapports d'accident. La Porsche d'Élise n'avait pas glissé sur une plaque de verglas, comme la note le laissait entendre. Non, elle avait percuté l'arbre à 140 km/h, alcoolémie à 1,8 g/L. Pire, des traces de cocaïne dans le sang et un passager non déclaré, un certain Marc Duval, dealer notoire de la rue de Rivoli. L'assurance avait refusé de couvrir, d'où la facture astronomique. Et devinez qui avait payé l'avocat pour étouffer l'affaire? Papa, bien sûr. Avec l'argent de la galerie. L'argent que j'aurais pu hériter si je n'avais pas été la décevante. La rage monta,
un feu lent qui se propagea dans mes veines. Je pensais à Noël, à cette table vide où j'aurais dû être, entouré de rires forcés et de cadeaux empoisonnés. Au lieu de cela, il m'envoyait une dette. Une dette que je n'avais pas contractée. C'est là que l'idée germa, la revanche. Pas une simple insulte, non. Quelque chose de français, élégant dans sa cruauté, comme un opéra de Verdi où les trahisons se nouent en air tragique. J'allais répondre. Mais pas avec des mots. Avec des actes. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de préparation. Je contactai mon oncle distant, le seul allié que j'avais dans cette meute de loups, Henri, un ex-flic à la retraite qui haïssait mon père depuis une vieille affaire de corruption. « Clairette, qu'est-ce que tu mijotes » grognatait-il au téléphone, sa voix rauque imprégnée de tabac et de gauloise éteinte. Je lui racontai tout, omettant juste les détails les plus sombres de mon plan. Il rit, un rire de gorge qui sonnait comme un glas. Ils t'ont toujours sous-estimé, ma fille. Mais souviens-toi, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et en France, on l'assaisonne avec du sel de mer. Je louai une voiture anonyme, une Renault banalisée, et me rendis à Neuilly sous le couvert de la nuit. La villa familiale se dressait comme un mausolée, ses fenêtres illuminées de lueurs orangées, probablement Élise en train de décorer le sapin avec des boules en cristal de Murano. Je garai à 2 rues de là, enfilai un manteau noir et un bonnet qui masquaient mon visage. Dans mon sac, un bidon d'essence, des allumettes et un dossier que j'avais imprimé. Les preuves de l'accident, plus d'autres secrets que j'avais déterrés. Secrets que personne ne connaissait encore. Pas même moi, jusqu'à récemment. Car il y avait un autre mensonge, plus profond, enfoui comme une mine sous le parquet familial. À force de creuser dans les archives numériques de papa, ces serveurs mal protégés qu'il croyait inviolables, j'avais découvert la vérité sur ma naissance. Pas celle qu'on m'avait racontée, cette fable d'un amour passionné entre mes parents à Saint-Tropez. Non, j'étais le fruit d'une erreur, une liaison de ma mère avec un amant italien, un sculpteur ruiné qui s'était suicidé peu après. Papa m'avait adopté légalement, mais jamais aimé. Élise, elle, était sa chair et son sang. Et pour protéger ce secret, il m'avait fait porter le chapeau d'un vol à la galerie, il y a 10 ans, 200 000 € d'œuvres disparues, que j'avais vendues selon lui. J'avais passé 6 mois en détention provisoire, à Fresnes, pendant qu'Élise minaudait en liberté. C'est pour le bien de la famille, m'avait-il dit lors de ma sortie, les yeux froids comme la Seine en hiver. Ce soir-là, devant la grille de la villa, je sentis le poids de ces années. La grille était fermée, mais je connaissais le code, 2512, la date de naissance d'Élise. Ironie du sort. Je m'infiltrai dans le jardin, l'herbe mouillée craquant sous mes pas. L'air sentait le pin et la neige imminente. Je m'approchai de la porte de service, celle par laquelle j'entrais enfant avec des seaux de boue après les jeux au parc. Elle n'était pas verrouillée, de la négligence typique de leur arrogance. À l'intérieur, la maison respirait l'opulence. Tapis persan, lustre en cristal de baccarat, et cette odeur persistante de lavande et de vieux whisky. J'entendis des voix au salon. Papa qui riait à une blague plate, maman qui commentait les vins pour le réveillon, Élise qui gazouillait sur son fiancé. Il parlait de moi, brièvement. Claire n'a pas répondu à la lettre. Tant pis, elle n'a jamais su ce qu'est la famille. Un toast suivit, verre qui teinte comme des menottes. Je montai à l'étage, silencieuse comme un fantôme. Ma chambre d'enfance était intacte, un mausolée de peluches et de posters jaunis. Là, dans le placard, je cachai le dossier. Puis, descendant à la cave, je trouvai les bouteilles de Bordeaux millésimées, le trésor de papa. J'en vidai 3 sur le sol, mélangeant l'essence que j'apportais. L'odeur âcre remplit l'air, un cocktail de luxure et de destruction. De retour au salon, je les observai depuis l'ombre du couloir. Élise, radieuse dans sa robe rouge, leva son verre, à Noël. À nous. C'est là que je sortis, le bidon à la main. À nous, dis-tu? Alors, buvons à la santé de la famille. Ma voix les figea. Papa blêmit, maman porta la main à sa gorge. Élise, elle, eut un sourire narquois. Claire, qu'est-ce que tu fous là? Et cette odeur? Je versai le liquide sur le tapis, traçant une ligne de feu potentiel jusqu'à la cheminée où crépitait un feu innocent. C'est ma réponse à votre facture. 52 000 €, prenez-les dans les flammes. Ils se levèrent d'un bond, mais je verrouillai la porte avec la clé que j'avais chippée dans la cuisine. Panique. Cri. Papa tenta de raisonner. Claire, arrête cette folie. Pense à ton avenir. Mon avenir? Celui que vous m'avez volé? Élise, maligne comme toujours, glissa vers moi. Serette, c'est une blague, non? On peut en parler. Je suis désolé pour la voiture. Désolé? Je la giflai, fort, sentant sa joue rougir sous ma paume. Désolé?
Comme quand tu m'as fait accuser pour le vase. Pour l'argent? Pour le vol à la galerie. Ses yeux s'écarquillèrent, elle ignorait que je savais pour l'accident. Mais il y avait plus. Bien plus. Je sortis le dossier de mon manteau, le jetai au milieu d'eux. Les pages s'éparpillèrent comme des feuilles mortes. Rapports médicaux, tests ADN falsifiés, lettres de l'avocat. Lisez. Lisez comment papa m'a fait porter le chapeau pour ses trafics d'art volé. Comment maman a couché avec un Italien pour me concevoir. Et comment vous m'avez élevé comme une étrangère pour protéger vos secrets. Silence. Un silence de cathédrale, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge. Papa s'effondra dans son fauteuil, le visage cendreux. Comment? Maman pleura, des larmes de crocodile. Élise, elle, contre-attaqua. Tu mens. Tu es jalouse. Toujours jalouse. Papa, appelle la police. Mais je craquai l'allumette. La flamme dansa, petite et menaçante. Un pas, et c'est l'enfer. Noël en enfer, ça vous dit. Ils supplièrent. Offrir de l'argent, des excuses, une place à table. Mais c'était trop tard. La trahison avait creusé trop profond. Je reculai vers la cave, les forçant à me suivre. Descendez. Tous. Élise trébucha sur les marches, maudissant. En bas, parmi les casiers de vin, je les enfermai, le verrou cliquant comme un point final. Puis, remontant, je mis le feu au tapis. Les flammes prirent vite, voraces, dévorant les rideaux, grimpant au mur comme des vignes maudites. Dehors, sous la pluie qui tombait plus fort, j'attendis les sirènes. Mon téléphone vibra, un message d'Henri. C'est fait. Oui. Et ce n'est que le début. Car la revanche n'était pas finie. Loin de là. Élise avait un autre secret, un que j'allais révéler au monde entier. Mais pour l'instant, je marchais dans la nuit parisienne, l'odeur de fumée collée à mes vêtements, un sourire aux lèvres. Paris, ville de lumière, allait bientôt s'illuminer d'un feu bien plus spectaculaire. Les jours qui suivirent l'incendie furent un tourbillon de chaos orchestré, une valse macabre où chaque pas était calculé pour blesser plus profondément. La presse parisienne s'empara de l'affaire comme un chien sur un os, incendie criminel à Neuilly, la fille prodigue contre sa famille. Titrait le Figaro le lendemain, avec une photo floue de moi prise par un voisin curieux. J'avais fui la villa juste à temps, escaladant le mur du jardin pour me fondre dans les ombres des boulevards. Mon oncle Henri m'avait recueilli dans son appartement miteux de Belleville, un repère de livres jaunis et de bouteilles vides, où l'odeur de tabac froid masquait à peine celle de la trahison. « Félicitations, Clairette. Tu as mis le feu aux poudres », me dit-il en me tendant un café noir comme l'âme de papa. Ses yeux, plissés par des années de flicaille, brillaient d'une admiration réticente. Mais maintenant, le jeu commence vraiment. Ils vont te traquer. Il avait raison. Le matin même, mon téléphone, un burner que j'avais acheté au marché aux puces, sonna avec un numéro masqué. La voix de maman, chevrotante. « Claire, où es-tu? Nous sommes sains et saufs, grâce à Dieu, mais la maison. Tout est perdu. Reviens, ma chérie. Nous pardonnons. » Pardonne? Le mot me donna la nausée. Je raccrochai sans un mot, mais pas avant d'avoir enregistré l'appel. Preuve numéro 1 pour mon arsenal. Élise, elle, fut plus rusée. Un SMS arriva peu après. Tu crois que ça s'arrête là? Papa a des amis au placé. La police te trouvera avant l'aube. Et pour le dossier? J'ai brûlé les copies. Tu n'as rien. La petite vipère. Mais elle sous-estimait ma préparation. J'avais envoyé des scans numériques à un avocat anonyme, un requin du barreau que Henri connaissait, spécialisé dans les affaires de succession tordue. « Attends mon signal », m'avait-il dit. Le signal serait bientôt. Pendant ce temps, la famille jouait la comédie à la perfection, comme au théâtre de la Comédie Française. Une interview dans Paris Match. Papa, les traits tirés mais le costume impeccable, décrivait elle acte de désespoir de sa fille perturbée. Maman, en pleurs théâtraux, évoquait les tensions familiales refoulées. Et Élise, la star. Claire a toujours été instable. Nous l'aimons, mais elle a besoin d'aide. Instable. Le mot me fit grincer des dents. Si seulement ils savaient la stabilité de ma rage, forgée dans les feux de leurs mensonges. Je passais les journées suivantes à errer dans Paris, cette ville qui me berçait et m'étouffait à la fois. Je visitais les lieux de mon enfance, le Sacré-Cœur où Élise et moi avions volé des baisers à des touristes, les quais de Seine où papa m'avait appris à pêcher des mensonges, le café de Flore où maman avait ses rendez-vous galants. Chaque pierre murmurait des accusations. C'est là, au Flore, que je croisai par hasard Marc Duval, le passager de l'accident. Il était attablé seul, un espresso devant lui,
l'air d'un rat qui a flairé le piège. Nos regards se croisèrent, il pâlit. Toi, la sœur d'Élise. Je m'assis sans y être invité. Parle-moi de l'accident. Et de ce qu'elle t'a promis pour ton silence. Marc était un petit dealer, un de ces ombres qui gravitent autour des boîtes de nuit de Pigalle. Il craqua vite, sous la menace implicite de mon regard, et d'un couteau dissimulé dans ma botte, clin d'œil à mes lectures de Simenon. Elle m'a payé 10 000 € pour que je dise que c'était un simple dérapage. Mais c'était plus. Elle fuyait un client furieux, un Saoudien à qui elle devait de la cam. Et la voiture? Papa l'a achetée avec de l'argent sale, des toiles volées revendues à Dubaï. De nouveaux secrets. Élise n'était pas seulement une accro, elle était impliquée dans le réseau de papa. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Armé de ces infos, je contactai un journaliste freelance, une femme acérée nommée Léa, que j'avais rencontrée lors d'un vernissage raté. J'ai un scoop sur les Duval-Lemoine. Trafic d'art, accident couvert, une fille illégitime sacrifiée. Elle mordit à l'hameçon. Prouve-le. Je lui envoyai les fichiers par Tor, anonyme. Le lendemain, un article anonyme fuitait sur Mediapart, le clan Duval-Lemoine, un empire bâti sur le vol et le mensonge. Le scandale éclata comme une bulle de savon empoisonné. La galerie de papa fut perquisitionnée. Des agents civils fouillèrent les caves, exhumant des faux certificats et des caisses de toiles nazies. Oui, nazies, pillées pendant l'occupation et blanchies par des générations. Maman se terra dans un hôtel du 16e, son amant italien rappelé à la mémoire publique. Et Élise? Elle m'appela, hystérique. C'est toi. Tu as tout gâché. Mon fiancé me quitte, mes amis me fuient. Retourne-toi, Claire, ou je te jure que je te détruis. Détruis-moi? Elle l'avait déjà fait, 100 fois. Mais la vraie torsion vint ce soir-là, alors que je dînais avec Henri dans une brasserie de Bastille. Il posa sa fourchette, le visage grave. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur ton père. Point. Il sortit une enveloppe jaunie, datée de 1995. Dedans, un certificat de naissance. Pas le mien. Celui d'Élise. Elle n'est pas sa fille. Ta mère a eu une aventure avec moi, après une dispute avec ton père. Élise est ma nièce. Ton père l'a élevée comme la sienne pour couvrir le scandale. Et pour te faire porter le poids, toi, l'italienne indésirable. Point. Le monde vacilla. Élise, ma rivale, était du même sang que moi? Du sang d'Henri, cet homme bourru qui m'avait toujours protégé en secret? La révélation me frappa comme un coup de poignard. Toute ma vie, j'avais haï Élise pour sa légitimité, mais elle était une imposture, comme moi. Papa nous avait manipulés toutes les deux, nous opposant pour mieux régner. La rage se mua en quelque chose de plus sombre, une soif de vérité absolue qui ne tolérerait plus les demi-mesures. « Qu'est-ce que je fais maintenant » murmurai-je. Henri sourit, froid. « Tu termines ce que tu as commencé. Mais cette fois, frappe au cœur. » Le cœur de la famille, c'était Noël. Le réveillon officiel, même après l'incendie, se tiendrait dans un hôtel particulier loué à la hâte, près des Champs-Élysées. J'y allais, déguisé en serveuse, un uniforme volé à une laverie automatique. Les invités, cousins snobs, amis influents, et au centre, les Duval-Lemoine, rapiécés comme un costume usé. Papa, en smoking froissé, trinquait avec des verres d'eau. Maman, maquillée à outrance, riait trop fort. Élise, en noir de deuil anticipé, chuchotait à son ex-fiancé, qui l'ignorait ostensiblement. Je servis les hors-d'œuvre, glissant des toasts empoisonnés de sous-entendus. Puis, au dessert, une bûche de Noël saupoudrée de sucre glace comme de la cocaïne, je montai sur la table. Mesdames et messieurs, un toast à la famille. Les regards se tournèrent. Je sortis le certificat d'Henri, le brandis comme une épée. À Élise, la bâtarde d'Henri Duval, et à moi, Claire, l'italienne sacrifiée. À papa, le voleur qui nous a toutes les deux trahis pour son empire de pourriture. Le silence fut assourdissant, puis l'orage. Cris, verres brisés, Élise qui se rua sur moi, ongle en avant. Menteuse. C'est faux. Mais Henri surgit de la foule, il s'était invité incognito, confirmant d'une voix tonitruante. C'est vrai. Et j'ai les preuves ADN. Papa s'effondra, murmurant. J'ai fait ça pour nous protéger. Protéger? De quoi? De la vérité qui nous rongeait tous? La police arriva, alertée par un cousin paniqué. Menottes au poignet, je fus traîné dehors, mais pas avant d'avoir vu Élise s'effondrer, hurlant mon nom, pas de haine, cette fois, mais de désespoir partagé. Dans la fourgonnette, sous les lumières bleues des gyrophares, je pensais, c'est le début de la fin. Mais la revanche? Elle n'était pas terminée. Car en prison, j'aurais le temps de tisser la toile finale.
La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est un monstre de béton et de barbelés, un labyrinthe où les âmes se perdent comme dans les catacombes parisiennes, mais sans la poésie macabre. J'y atterris dans la nuit du 25 décembre, les menottes mordant mes poignets comme des anneaux de mariage avortés. Les gardiennes, des femmes au regard las, me fouillèrent sans ménagement, incendiaires et calomniatrices, joyeux Noël. Ma cellule était un cube exigu, lit superposé contre un mur suintant, et une odeur de désinfectant qui masquait à peine celle de la défaite humaine. Mais je ne me sentais pas vaincu. Non, j'étais une araignée dans sa toile, attendant que les mouches s'y empêtrent. Les premiers jours furent un brouillard de procédure, audition chez le juge, où papa témoigna contre moi avec une voix d'outre-tombe. Ma fille a pété les plombs, Excellence. Les tensions familiales. Et Élise qui se présenta en victime larmoyante, jurant que j'avais tout inventé par jalousie. Le procureur, un homme au nez busqué comme un bec d'aigle, hocha la tête. Tentative d'homicide, diffamation, incendie volontaire. Vous risquez gros, mademoiselle Lemoine. Gros? J'avais déjà tout perdu. Qu'avait-il à offrir de plus? Mon avocat, le requin de Henri, s'activa en coulisses. On contre-attaque sur le trafic d'art. Les perquisitions ont révélé assez pour inculper ton père. Bientôt, les journaux passèrent de « folie familiale » à « scandale financier ». Le Monde titrait « Les Lemoine », un festin d'illégalité sous les dorures de Neuilly. Papa fut placé en garde à vue, ses comptes gelés, la galerie saisie. Maman, fidèle à elle-même, s'enfuit à Cannes avec un amant de passage, laissant Élise seule face au loup. Ma sœur me rendit visite une semaine plus tard, à travers la vitre blindée de la salle des parloirs. Elle avait maigri, ses yeux cernés comme des ecchymoses, le maquillage craquelé. Claire. Pourquoi? On aurait pu en parler. Parler? Comme quand elle m'avait laissé pourrir à Fresnes pour son vol fictif? Je me penchai vers le micro, voix basse. Parce que tu m'as trahi, Élise. Et papa nous a trahis toutes les deux. Henri t'a tout dit. Elle hocha la tête, larmes coulant. Il est venu me voir. Je suis ta demi-sœur. Par maman. Mais papa. Il m'a aimé comme sa fille. Toi, il t'a haï pour ce que tu représentais, son impuissance. Une confession inattendue. Pour la première fois, je vis la faille en elle. Pas la vipère, mais une fille brisée, modelée dans le mensonge comme de l'argile. Aide-moi à sortir d'ici, murmurai-je. Témoigne contre lui. Dis la vérité sur l'accident, sur la cam, sur tout. Elle hésita, mordillant sa lèvre, ce tic d'enfance que nous partagions. Et si je le fais, qu'est-ce que j'y gagne? La liberté, lui dis-je. La vérité. Peut-être même une sœur. Elle partit sans promesse, mais 2 jours plus tard, son témoignage arriva, détaillé, accablant. Élise avoua sa consommation, le crash, les pots de vin de papa pour couvrir les traces. Pire, elle révéla un autre secret, un que même Henri ignorait. Papa n'était pas juste un voleur d'art. Il a fait assassiner l'amant italien de maman, mon vrai père, pour qu'il ne réclame pas la garde. Et toi, Claire, tu as été témoin sans le savoir. Tu avais 5 ans, tu as vu l'homme tomber du balcon de l'hôtel à Nice. Un meurtre. Le twist qui fit basculer l'enquête. Papa passa de suspect à accusé de préméditation. Le public se déchaîna. Sur les forums de Reddit français et les threads de Twitter, X, les opinions se divisèrent comme la Seine en crue. Claire est une héroïne, elle a exposé les pourris. Clamaient les uns, les féministes radicales voyant en moi une victime du patriarcat familial. Non, c'est une psychopathe, incendier sa famille pour de l'argent. Ripostaient les conservateurs, défendant l'unité sacrée du foyer. Les débats firent la une de C'est dans l'air, où des psys disséquaient ma pathologie vengeresse. J'étais devenu un phénomène, une Antigone moderne dans un état de droit qui penchait du côté des puissants. Mais en cellule, la réalité était plus crue. Les codétenus, un mélange de voleuses à l'étalage et de braqueuses endurcies, me surnommaient la pyromane chic. L'une d'elles, Fatima, une maghrébine au rire tonitruant, me raconta ses propres drames familiaux. Ma sœur m'a volé mon mari. J'ai cassé sa voiture. Toi, au moins, t'as visé haut. Nous rions, mais la nuit, les cauchemars venaient. Flammes qui me léchaient, cris d'Élise dans la cave, le visage de l'Italien tombant en slow-motion. Henri me visitait régulièrement, apportant des livres, du Camus, pour l'absurde, du Hugo, pour la justice implacable. Ton père a plaidé non coupable. Il te dépeint comme la manipulatrice. Manipulatrice? L'ironie. Lors d'une audience préliminaire, je le vis en face, menotté lui aussi, son regard me transperçant comme une lame. Tu as détruit tout ce que j'ai bâti pour toi, siffla-t-il lors d'une confrontation. Pour moi?
Tu m'as jeté au loup pour protéger Élise. Pour cacher que je n'étais pas de ton sang. Il ricana, amer. Le sang? Qu'importe le sang quand l'Empire est en jeu. Tu étais faible, Claire. Elle, non. Faible. Le mot me hantait. Était-ce vrai? Avais-je incendié la maison par force, ou par une lâcheté masquée, celle de ne pas affronter les mensonges de front? Les doutes s'insinuaient, huâmes comme la moisissure sur les murs. Pourtant, je tins bon. L'avocat négocia, en échange de mon témoignage contre papa, réduction de peine. Et Élise? Elle devint ma taupe. Des messages codés via une codétenue, il craque. Il avoue le meurtre, mais jure que c'était un accident. Maman est revenue, elle plaide la folie conjugale. Le processus judiciaire s'étira comme un automne pluvieux, mois après mois. Printemps 2024, papa inculpé pour meurtre et trafic. Été, procès en première instance, où je témoignais, voix ferme, détaillant chaque trahison. La salle était bondée, caméra braquée. Élise, citée comme témoin clé, lâcha la bombe. J'ai su pour l'italien à 16 ans. Papa m'a forcé à mentir, à t'accuser pour les vols. J'ai pris la Porsche ce soir-là pour fuir. Fuir lui, et ce qu'il m'obligeait à faire. À faire? Les murmures s'élevèrent. Il me touchait, Claire. Pas comme un père. Et il menaçait de te sacrifier si je parlais. Le choc. Le public haleta. Les juges froncèrent les sourcils. Papa hurla. Mensonge. Elle est folle, comme sa sœur. Mais le mal était fait. La cour ordonna une expertise psychiatrique. Et moi, pour la première fois, je vis Élise non comme ennemie, mais comme victime jumelle. Notre lien de sang, tordu par le monstre, nous unissait dans la boue. Pourtant, la revanche ne s'arrêtait pas là. En cellule, je complotais le coup final, révéler au monde le réseau entier, ces galeristes complices qui festoyaient au vernissage du Louvre. Avec l'aide de Léa la journaliste, un dossier anonyme filtrait post-procès. Mais d'abord, survivre. Car papa, même en tôle, complotait. Un gardien corrompu glissa un mot. Il veut un accident pour toi. Comme pour l'italien. La tension monta, un crescendo wagnérien. Nuit blanche, où je revoyais les flammes. Jour où Fatima et les filles formaient un rempart humain. Puis, le twist, Élise, en liberté conditionnelle, organisa une évasion. Pas pour moi, pour papa. Il m'a promis la galerie si je l'aide. La trahison, encore. Elle l'avait faim, pour me tester. Ou pas. Le doute rongeait. Quand les flics l'arrêtèrent en flagrant, son regard croisa le mien via les infos TV. Haine? Regret? Le procès culmina en automne, un théâtre d'ombre sous les plafonds Renaissance du palais de justice. Papa, défait, plaida coupable pour le trafic, mais nia le meurtre et les abus. C'était pour la famille, répétait-il comme un mantra. La sentence tomba, 20 ans ferme. Maman, complice passive, 5 ans avec sursis. Élise, immunité pour témoignage. Et moi? 18 mois, pour l'incendie, circonstance atténuante de provocation. Libéré sous bracelet en décembre 2024, je sortis dans un Paris enneigé, Henri m'attendant avec une écharpe et un sourire. « C'est fini » demandai-je. Il secoua la tête. La vengeance? Jamais tout à fait. Car Élise m'attendait au café du coin, un café fumant entre nous. « Pardon » murmura-t-elle. « Pardon » Le mot flottait, fragile comme une flamme. Mais je savais, le vrai feu couvait encore. La liberté conditionnelle est une chaîne dorée, un mirage de normalité sous surveillance. Paris m'accueillit en janvier 2025 avec un froid mordant, les rues du Marais balayées par un vent qui hurlait comme les fantômes de Noël passé. Mon appartement, scellé par la police, puait la poussière et l'abandon. Je le nettoyais frénétiquement, frottant les sols comme si je pouvais effacer les traces de ma chute. Henri m'avait trouvé un boulot discret. Assistante dans une petite galerie d'art légitime, à Bastille, où les toiles étaient signées et non volées. Commence à zéro, Clairette, me dit-il. Zéro? J'étais né dans le négatif. Élise refit surface 2 semaines plus tard, un soir de pluie, cognant à ma porte comme un spectre. Elle portait un manteau anonyme, les cheveux ramenés en chignon sévère, sans maquillage pour masquer les cernes. Je voulais te voir. Sans caméra. Je la fis entrer, méfiante, offrant un thé amer que nous bûmes en silence. Les mots vinrent par bribes. Sa thérapie forcée, les nuits hantées par les mains de papa, le fiancé qu'il avait plaqué pour l'image ternie. Je ne suis plus la princesse. Juste Élise. Ta sœur. Sœur. Le mot sonnait faux, empoisonné par des années de venin. Pourtant,
Quelque chose bougea en moi. Pas du pardon, trop tôt pour ça, mais une curiosité malsaine. Pourquoi l'évasion? Était-ce un test? Elle baissa les yeux. Oui et non. Il m'a supplié, juré que c'était la dernière fois. Mais quand les flics sont arrivés, j'ai pensé à toi, en tôle. J'ai craqué. Craqué. Comme la Porsche contre l'arbre. Nous parlâmes des heures, déterrant les os, le vase brisé, l'argent volé, les nuits où elle m'espionnait, jalouse de ma liberté rebelle. Tu étais forte, Claire. Moi, je jouais le jeu pour survivre. Survivre. Le thème de notre lignée maudite. Maman, revenue de Cannes, nous contacta par avocat. Divorcée, ruinée, elle quémandait une pension. Dites-lui d'aller se faire foutre. Grognai-je. Élise acquiesça, mais avec une tristesse qui me surprit. Elle m'a protégé, à sa façon, en me mentant. Les mensonges, notre héritage commun, tissé dans les salons haussmanniens et les caves sombres. Le travail à la galerie fut un baume précaire. Mon patron, un vieux schnock nommé Bertrand, aux lunettes rondes et au nez rouge de bourguignon, me traita comme une recrue fragile. Pas d'art volé ici, mademoiselle. Seulement de la beauté honnête. Honnête. Le mot me fit sourire. Je cataloguais des monnaies faux, non, des impressions authentiques, et pour la première fois, je sentis un frisson de création. Mais les ombres planaient, des lettres anonymes glissaient sous ma porte, postées de frêne. Tu paieras pour m'avoir trahi, signé papa, en pleurs rageurs. Puis, le contre-coup, une offre d'interview de la part de Léa, la journaliste. Ton histoire fait un livre. Vengeance en famille, la saga Lemoine, point. Je refusai d'abord, trop cru, trop exposé. Mais Élise insista, fais-le, pour qu'on ne nous oublie pas comme des victimes anonymes. Nous coécrivîmes, tard les nuits, dans mon studio éclairé à la bougie, ses chapitres sur l'abus, les miens sur la rage incendiaire. Le manuscrit grandit, un monstre de 300 pages, ponctué de twists qui feraient pâlir Zola. Le meurtre italien, l'étoile nazie, la facture de Noël comme étincelle. Le lancement eut lieu en mai, dans une librairie de Saint-Germain-des-Prés, bondée de curieux et de snobs. Élise et moi sur l'estrade, main dans la main, un geste théâtral, mais sincère. Les questions fusèrent. Regrettez-vous l'incendie? Demandai-je à la foule. Non. Il a brûlé les illusions. Élise ajouta, et révélé la vérité. Le public se scinda. Applaudissements pour les survivantes, huées pour les destructrices. Un critique du Nouvel Obs nous traita de Médée moderne, une autre de Phénix féministe. La controverse gonfla les ventes. Nous touchâmes l'avance, assez pour acheter un petit appartement à Montreuil, partagé. Mais la paix? Illusoire. Papa, libéré sur parole en juillet pour bonne conduite, ironie du système, nous traqua. Il apparut un soir sous ma fenêtre, silhouette voûtée dans la lumière des réverbères. Claire. Élise. Laissez-moi entrer. Nous barricadâmes la porte, appelant Henri. Il arriva, arme au poing, illégal, mais qui s'en soucie? Dégage, frère. Où je finis le boulot que j'aurais dû faire il y a 30 ans. Papa s'effondra sur le trottoir, sanglotant, j'ai tout perdu. La galerie, ma réputation. À cause de vous. À cause de nous, la boucle se refermait. Nous le laissâmes partir, mais pas sans un dernier coup. Élise contacta ses anciens complices, les forçant à témoigner contre lui pour un nouveau chef d'accusation, blanchiment continu. Réarrêté à l'aube, il hurla notre nom comme une malédiction. Maman, exilée à Monaco, nous envoya une carte. Filles ingrates. Prenez l'argent et oubliez-moi. Nous la brûlâmes, rituel païen dans la cheminée de notre nouveau foyer. L'été s'étira en une trêve fragile. Élise et moi voyageâmes. Un road trip le long de la Côte d'Azur, revisitant Nice, l'hôtel du meurtre. Là, sur la promenade des Anglais, face à la mer Méditerranée qui l'appelle les galets comme des regrets, nous pleurâmes l'italien inconnu, notre père commun, fantôme bienveillant. Et si on recommençait? Proposa-t-elle. Recommencer. Ouvrir une galerie à nous, honnête, exposant des artistes oubliés, des femmes opprimées. Mais le destin, ce farceur français, en décida autrement. En septembre, un appel d'Henri. Ton père s'est suicidé en cellule. Note pour toi et Élise. Pardonnez-moi. La famille était mon enfer. Le choc nous foudroya. Suicide? Ou meurtre masqué, vengeance des complices? L'autopsie fut bâclée, les flics haussèrent les épaules. Nous assistâmes à l'enterrement, anonyme au fond de la chapelle de Neuilly, la pluie martelant le toit comme des accusations. Après, la fracture. Élise changea,
distante, hantée. Il est mort à cause de nous. À cause? Non, à cause de lui. Mais le doute s'insinua. Était-ce ma revanche qui l'avait poussé au bord? Les nuits, je revivais l'incendie, imaginant si j'avais versé l'essence un peu plus près d'eux. Élise, elle, son bras, rechute sur la came, trouvée inanimée dans notre appartement. Hôpital, désintox, et un regard brisé. Je ne peux plus, Claire. Tu as allumé le feu, mais c'est moi qui brûle. La culpabilité, cette lame empoisonnée, me transperça. J'avais voulu justice, mais récolter des cendres. Paris, indifférente, continuait sa valse. Lumière de la tour Eiffel, amours éphémères, secrets enfouis sous les pavés. Je marchais seul le long de la Seine, jetant le manuscrit inachevé dans l'eau noire. Twist cruel, la vengeance n'unissait pas, elle disséquait. Pourtant, au cœur de l'abîme, une lueur. Élise sortit de la clinique en novembre, plus forte, tatouée d'un phénix sur l'épaule nôtre, à présent. On continue la galerie, demandai-je. Elle sourit, fragile. Oui, mais sans feu cette fois. Nous signâmes le bail, un local modeste près de Belleville, où Henri nous aida à accrocher les premières toiles. Mais la nuit du vernissage, alors que les invités sirotaient du vin et murmuraient des éloges, un homme entra, Marc Duval, le dealer, vieilli, marqué. J'ai un message de tes amis, de papa. Ils veulent le livre entier. Ou sinon. La menace plana, un écho du passé. Élise pâlit. Je serrai son bras. La revanche, pensais-je, est un cycle infernal. Mais cette fois, nous briserions la roue. Ou du moins, nous essaierions. L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme une cape de velours noir, étouffant les lumières de Noël dans un brouillard de deuil et de promesses brisées. Notre galerie, Phénix oublié, ouvrait ses portes au monde un soir de décembre, précisément 1 an après l'incendie qui avait tout consumé. Les murs blanchis sentaient encore la peinture fraîche, et les toiles, œuvres d'artistes exilés, femmes battues, âmes en miettes, accrochées comme des bannières de résilience. Élise, rayonnante dans une robe simple de laine grise, circulait parmi les invités, critiques d'art, activistes, et quelques curieux attirés par notre saga tabloïdique. Moi, en jean et pull noir, je restais en retrait, observant, un verre de Bordeaux à la main. Un millésime honnête, cette fois. Henri trônait près de l'entrée, imposant comme un cerbère bienveillant, serrant des mains avec son rire tonitruant. Mes nièces, les reines des cendres. Clamait-il, et la foule riait, mal à l'aise, se demandant si c'était de l'humour ou une accusation. La soirée coulait comme un vin doux. Toast, flash d'appareil photo, Léa la journaliste qui prenait des notes pour un suivi. Vous avez transformé la tragédie en triomphe, me glissa-t-elle. Triomphe? Je hochai la tête, mais intérieurement, le doute rongeait. Était-ce guérison ou simple sursis? Marc Duval surgit vers minuit, silhouette efflanquée dans un manteau râpé, l'air d'un spectre échappé des égouts. Il se fraya un chemin jusqu'à moi, murmurant à mon oreille. Les amis de ton père veulent le manuscrit complet. Tous les noms, tous les deals. Sinon, un accident pour la petite sœur. Élise, à quelques pas, blêmie en le voyant. Elle avait reconnu l'ombre de son passé. Je le saisis par le col, l'entraînant dans l'arrière-salle encombrée de cartons. Dis-leur d'aller se faire enculer. Papa est mort, son empire l'est avec lui. Il ricana, allait nègre de bière. Mort? Il a des fantômes, Claire. Des Saoudiens, des Russes. Il n'oublie pas une dette de 52 000 €. Multipliée par 10. La menace plana comme une lame de guillotine. Je le repoussai, mais pas sans un avertissement. Sors d'ici, Marc, ou je rallume le feu. Il partit, ricanant, mais ses mots semèrent le chaos. Élise s'effondra contre moi, tremblante. Claire, et si c'est vrai, on n'échappera jamais. Jamais. Le mot résonna, écho de frêne, de la cave en flammes. Henri, alerté, appela ses contacts flics, surveillance accrue, mais rien de concret. C'est du bluff, grogna-t-il. Bluff? Ou la dernière torsion du sort. Les semaines suivantes furent une danse sur des braises. La galerie prospéra, exposition vendue, articles élogieux dans Beaux-Arts Magazine, mais la peur s'infiltra comme un brouillard. Lettres codées, appels anonymes, la facture arrive bientôt. Élise sombra à nouveau, pilule pour dormir, nuit blanche où elle revivait les mains de papa. Moi, je patrouillais les rues, un spray au poivre en poche, hanté par des ombres qui n'étaient que des passants. Maman, depuis Monaco, envoya un virement, 100 000 €, pour la paix. Nous le refusâmes, le donnâmes à une association pour victimes d'inceste. Qu'elle aille au diable, dit Élise, mais ses yeux trahissaient la fin d'un lien maternel.
Le climax survint un soir de la Saint-Sylvestre, alors que Paris explosait en feux d'artifice, ironie cruelle, ces explosions colorées rappelant mon incendie. Nous fêtions en privé, juste nous trois, Henri, Élise, moi, autour d'une table chargée de foie gras et de souvenirs. Le champagne pétillait quand la porte sauta. 3 hommes masqués, armés, envoyés par les fantômes. Le manuscrit, où elle meurt. Le canon contre la tempe d'Élise. Mon cœur s'arrêta. Henri plongea pour son flingue caché. Le chaos, coup de feu, verre brisé, Élise hurlant. Je saisis une toile, un couteau abstrait, cadeau d'une artiste, et frappai l'un d'eux, lacérant son masque. Henri en neutralisa un autre, genou à la gorge. Le troisième tira, effleurant mon épaule, sang chaud, douleur fulgurante. Mais Élise, dans un sursaut de rage oubliée, attrapa une bouteille et l'assomma. Sirène au loin. Les assaillants fuirent, laissant un mort et des indices. Carte de visite saoudienne, liant au réseau de papa. La police arrêta les complices en cascade. Extradition, aveu. Le manuscrit. Nous l'avions brûlé rituellement, page noircie dans la cheminée, mais pas avant d'en envoyer des copies chiffrées à Interpol. L'Empire s'effondra pour de bon. Arrestation à Dubaï, saisie à Genève. Marc, ramassé dans un squat de Barbès, chanta comme un oiseau. C'était pour effacer les dettes de Noël. Guéri mais marqué, Élise et moi nous relevâmes. L'hôpital fut un purgatoire blanc, point de suture, thérapie de groupe et des regards complices. On a gagné, murmura-t-elle, main dans la main. Gagné? La victoire avait un goût de cendre. Henri, blessé au bras, rit. Les Duval ne meurent jamais. On renaît. Le printemps 2026 apporta une forme de happy end tordu. La galerie devint un phare, exposant des œuvres sur la résilience familiale. Maman revint, repentante, pour un café hésitant. Pas de pardon total, mais un armistice. Papa? Son suicide rouvrit des enquêtes, révélant un complot interne, un gardien payé pour le pendre. Justice post-mortem, amère. Twist final. Un test ADN approfondi, commandé par Élise, prouva que l'Italien n'était père ni de moi ni d'elle. Maman avait menti encore. Nous étions toutes les deux du sang de papa, fruit d'une union forcée et d'une liaison masquée. Il nous a haïs pour ce qu'il était lui-même, un monstre. La révélation causa un tollé, débat public sur la manipulation génétique des familles bourgeoises, nous divisant une dernière fois, héroïne ou complice. Nous choisîmes l'habit, ni happy end larmoyant, ni tragédie absolue. Juste la vie, huâme et tendue, à la française. Debout dans notre galerie, face à un miroir brisé exposé comme art, je murmurai à Élise. La facture est payée. Elle sourit, scarifiée mais vive. Oui. Et la prochaine? On la brûle ensemble. Paris, indifférente, continua sa valse éternelle. Et nous, les phénix, dansâmes dans les flammes résiduelles, prêtes pour le prochain acte.